bonjour, bienvenue pour votre premier numéro kiosque de la saison. Kiosque, votre magazine dédié à la culture sur Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Voici le sommaire de ce mercredi 9 septembre. À l'occasion du 50e anniversaire de la disparition de Le Corbusier, nous découvrirons cet architecte. C'est l'un des principaux représentants du mouvement moderne. Il a également donné au béton ses lettres de noblesse. Louis-Nicolas Baron de Breteuil fut le responsable des relations officielles entre Louis XIV et les représentants des puissances étrangères. Après la découverte de ses mémoires dans le château de Breteuil, une exposition a été conçue dans le cadre de la commémoration du tricentenaire de la mort du roi Soleil. La deuxième édition de la Biennale internationale des métiers d'art contemporain prend ses quartiers au Grand Palais à partir de demain jeudi. Jean Sablé, originaire de Versailles, représentera la France. Cet artiste peintre décorateur, meilleur ouvrier de France, nous expliquera pourquoi il lui tient à cœur d'introduire le contemporain dans la peinture décorative. Nous débutons donc par deux anniversaires, celui de la disparition de Louis XIV, le 1er septembre 1715, et celui de la disparition de Charles-Édouard Jeanneret-Gris, dit Le Corbusier, c'était le 27 août 1965. Alors pour ces deux invités, bonsoir Laure Valette, chargée du label Ville d'Art et d'Histoire au musée de la ville de Saint-Quentin, musée installé sur Montigny-le-Bretonneux, et bonsoir Jean-Emmanuel Charot, administrateur du château de Breteuil. Bonsoir. Château de Breteuil où une exposition est proposée, nous y reviendrons dans un instant. Mais déjà, Le Corbusier influent dans les Yvelines. Son œuvre emblématique, la Villa Savoie, c'est à Poissy, fin de construction 1931. On va en voir rapidement des images. Alors, Laure Valette, est-ce que c'est ce qui illustre le mieux les techniques de l'architecte, la Villa Savoie ? Alors dans les Yvelines, incontestablement, effectivement, c'est le joyau de l'architecture corbusienne. C'est la villa un peu manifeste qui illustre les fameux 5 points de l'architecture vus par Le Corbusier. Et c'est vrai que c'est un livre ouvert pour décrypter le travail de l'architecte sur l'habitation, donc c'est très intéressant. On parle d'ailleurs des 5 points de l'architecture moderne. Donc il y a les pilotis, les toits-terrasses, le plan libre, la fenêtre en bandeau et la façade libre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous expliquer en quoi ça consiste ? En fait, c'est en 5 points, enfin résumé en 5 points, c'est un petit peu sa révolution qu'il propose dans l'architecture moderne. Effectivement, c'est enlever en partie ce rez-de-chaussée qui était le plus souvent sombre, un peu humide, pour surélever le bâtiment d'habitation et éventuellement laisser de l'espace en dessous pour un jardin ou pour un garage. Voilà. C'est déconstruire complètement, si on peut dire, la structure classique de l'architecture de la maison en particulier, parce qu'au début, c'était les murs qui étaient porteurs. Et là, avec les évolutions techniques, les poteaux qui deviennent porteurs laissent complètement la possibilité d'enlever les murs et d'avoir un plan complètement libre à l'intérieur, donc un espace à vivre très différent. La fenêtre en bandeau, c'est très représentatif du travail sur la lumière qu'a pu faire Le Corbusier. La lumière devient un matériau à part entière dans son œuvre, donc c'est vraiment quelque chose de très important et qu'on sent beaucoup quand on va visiter ses réalisations. Le toit-terrasse, c'est quelque chose qui est resté aujourd'hui très 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 visible dans l'architecture contemporaine. Aujourd'hui, nos bâtiments, ils sont beaucoup plus en toit-terrasse qu'en toit à pan. Donc voilà, c'est vraiment les 5 points qui ont révolutionné l'architecture selon Le Corbusier. Donc la seule réalisation du Corbusier même, c'est la Villa Savoie dans les Yvelines, mais je crois savoir qu'il a une grande influence sur Saint-Quentin, et notamment sur des bâtiments qui sont juste à côté de chez nous, notamment la bibliothèque universitaire. Oui, effectivement, il a une grande influence sur l'architecture contemporaine en général, et ça n'a pas échappé aux architectes saint-quentinois de puiser dans les références et dans le travail qu'a pu faire Le Corbusier. Et effectivement, la BU reste quelque chose d'assez emblématique à ce niveau-là. Au-delà de la bibliothèque universitaire, les immeubles Perrault également, je crois, répondent à ces 5 points d'architecture moderne. Alors, ils ne répondent pas forcément directement aux 5 points tels qu'il les a énoncés, mais effectivement, c'est la réinterprétation d'un projet d'immeuble villa, qui était un projet de Le Corbusier dans les années 20, que lui n'a pas réalisé, mais dont Dominique Perrault s'est inspiré tout en décalant certaines choses pour réaliser les immeubles villa. Est-ce qu'il y a d'autres réalisations également qui s'en inspirent ? Oui, alors pour d'autres réalisations, je dirais que c'est moins une évidence, mais c'est là qu'on voit qu'il a vraiment profondément marqué cette génération d'architectes qui a construit dans les années 70-80, donc ici aussi en Ville Nouvelle, où les architectes cherchent à la fois à se détacher, mais en même temps reviennent aussi vers son influence, puisque en tant qu'élèves architectes, ils ont tous
eu cette révélation, c'était vraiment l'époque où c'était la modernité absolue d'aller voir les réalisations de Le Corbusier, donc sur le travail du béton, sur les intérieurs aussi. C'est quelque chose qui reste très sensible dans leur travail et qui reconnaissent, même s'ils essaient de se détacher de l'influence corbusienne pour d'autres choses. Sur le travail du béton d'ailleurs, aux arcades de Ricardo Bofill, je crois qu'il y a un travail particulier du béton. Tout à fait. Alors, Ricardo Bofill, sur le béton, il a vraiment été dans l'innovation, donc dans des techniques et des technologies qui n'étaient pas celles de l'époque de Le Corbusier. Mais cette idée qu'on peut faire un peu ce qu'on veut avec le béton, que c'est un matériau noble. Vous disiez tout à l'heure que Le Corbusier avait donné ses lettres de noblesse au béton. Il n'y a pas que lui, les frères Perret l'avaient déjà fait avant lui, mais c'est vrai que vraiment c'est la génération d'architectes qui influence pour ça les contemporains. Le béton est un beau matériau, il faut le redire aujourd'hui, et vraiment ça, on leur doit notamment Le Corbusier. Il y a un travail aussi particulier qui a été réalisé par rapport à l'architecture du théâtre, qui a été un peu contesté, mais je pense qu'il s'en inspire également. Qu'est-ce qu'on retrouve comme élément dans l'architecture le théâtre, il faut plutôt chercher à l'intérieur, je dirais. La façade, c'est au contraire, le théâtre pour ça est intéressant, la façade, c'est au contraire ce qu'on appelle de l'architecture postmoderne, donc qui cherche plus à réintroduire le décor et les références classiques, comparé à l'architecture moderne de Le Corbusier, qui lui prônait vraiment l'épuration, pas de décor, enfin vraiment, voilà, ça va à l'encontre. Mais à l'intérieur, on retrouve une sorte de vérité constructive, c'est-à-dire qu'on lit les volumes à l'intérieur, on sent en fait qu'on est capable en fait de voir les murs, comment les volumes sont faits. Il n'y a pas de camouflage, et ça c'était vraiment quelque chose qui revenait souvent chez Le Corbusier. On ne va pas camoufler, on ne va pas décorer, on ne va pas barioler, on va laisser s'exprimer l'espace, la lumière, l'architecture. Et ça c'est très sensible dans les volumes du couloir et du hall du théâtre. Alors pour les gens qui seraient intéressés justement par toute cette architecture moderne, nous sommes proches des Journées du patrimoine et je sais que vous les préparez activement. Est-ce qu'il y a une thématique particulière pour le Musée de la Ville et ces journées? Alors effectivement, on reprend en partie la thématique nationale qui est patrimoine du XXIe siècle. Donc pas que les édifices construits au XXIe siècle, mais aussi qu'est-ce qui fait patrimoine dans ce qui est récent, donc plutôt le XXe siècle. Et effectivement, nous, entre autres, on propose avec les partenaires une visite du théâtre, avec la scène nationale bien sûr, une visite de la bibliothèque universitaire, avec la bibliothèque universitaire qui guidera en partie la visite, et les immeubles Perrault font partie d'un circuit sur l'habitation contemporaine. Donc voilà, influence ou pas de Le Corbusier, vous pouvez venir faire votre propre opinion lors de ces visites sur les Journées du patrimoine. C'est avec plaisir, merci pour l'invitation. Laure Valette, vous restez en plateau. On change de siècle, d'époque, avec Jean-Emmanuel Charot, administrateur au château de Breteuil, car l'autre anniversaire de ce mois de septembre, c'est celui de la disparition de Louis XIV. Et au château de Breteuil, vous présentez une exposition autour de l'un des hommes de l'ombre du roi Soleil, Louis-Nicolas Baron de Breteuil. On en regarde justement quelques images et on en parle après. Des manuscrits retraçant les mémoires de Louis-Nicolas Baron de Breteuil. Les murs du château de Breteuil ont dévoilé de nouveaux secrets. Exposés pour la première fois, ces manuscrits sont aujourd'hui le fil conducteur de l'exposition consacrée à cet intime de Louis XIV. J'ai eu la chance d'avoir un ancêtre qui s'appelait Louis-Nicolas de Breteuil, qui était introducteur des ambassadeurs du roi Louis XIV et qui a vu le roi et travaillé avec le roi tous les jours entre 1700 et 1715, car son rôle était d'introduire auprès du roi les ambassadeurs des pays étrangers qui venaient en France. C'est en 1699, à 51 ans, que Louis-Nicolas Baron de Breteuil obtient la charge d'introducteur auprès de Louis XIV. Désormais chef de protocole, il voit le roi fréquemment et peut lui demander conseil. Il avait ce qu'on appelle le privilège des premières entrées. Cela signifiait que le matin, pour le réveil du roi, il était là, présent, avec les médecins et un certain nombre de privilégiés qui voyaient le roi dans l'intimité. Et dans l'exercice de ses fonctions, Louis-Nicolas de Breteuil avait le droit de demander au roi comment résoudre tel ou tel problème. Responsable des relations officielles de Louis XIV avec les représentants étrangers, Louis-Nicolas Baron de Breteuil accompagnera le roi jusqu'à son dernier souffle, le 1er septembre 1715, non sans émotion dans l'écriture de ses mémoires. Ce roi partit précipitamment en l'espace d'une quinzaine de jours de la gangrène. Louis-Nicolas Baron de Breteuil, introducteur des ambassadeurs, a assisté à la mort de Louis XIV
Et il a raconté dans ses mémoires comment le roi était mort, je dirais jour par jour, depuis le 15 août 1715 jusqu'au 1er septembre, jour de la mort de Louis XIV. On sent très bien qu'il est bouleversé de voir comment le roi a mis en scène sa mort de roi très chrétien et sa mort de grand souverain qui a en quelque sorte achevé l'unité de la France. En marge de cette exposition au château de Breteuil, la Grande Galerie héberge les portraits des contemporains de Louis XIV. Certains sont signés Rigaud, célèbre portraitiste de la période classique. Premier numéro de kiosque pour cette saison, il est question de la disparition du roi Soleil. Jean-Emmanuel Charot, je disais tout à l'heure que Louis-Nicolas Baron de Breteuil était l'homme de l'ombre de Louis XIV. Peut-on dire cela ? Alors l'homme de l'ombre, peut-être pas tant que ça, puisqu'il était quand même au quotidien très très proche du roi, et toute la cour enviait ce poste d'introducteur des ambassadeurs qui permettait à Louis-Nicolas de rencontrer le roi à son lever tous les matins, en même temps que ses médecins. Donc c'était vraiment un énorme privilège que beaucoup lui enviaient. Et il n'était pas tant que ça dans l'ombre du roi. Il recueillait en tout cas toutes ses confidences au quotidien. Très bien. L'émission est montée en fait autour du fil conducteur des manuscrits que vous venez de retrouver au château. Comment les avez-vous retrouvés ? Eh bien, ces 7 manuscrits, qui sont 7 très gros livres reliés, ont été retrouvés dans les archives du château. Il y a énormément de choses dans ces archives familiales. Et il y a un petit peu plus de 20 ans, elles ont été étudiées et ces 7 ouvrages sont ressortis des archives. Evelyne Levert, qui est commissaire générale de l'exposition actuelle, a beaucoup travaillé sur ces 7 manuscrits et en a extrait certains passages croustillants. Alors justement, je crois que ces manuscrits sont donc riches en enseignements et en anecdotes. Est-ce que vous en auriez une ou deux à nous faire partager ? Alors il y a deux passages en particulier que nous montrons dans l'exposition. Les 2 livres sont ouverts à ces pages-là. Le premier, dans l'ordre chronologique, c'est le récit de la nuit de noces du duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV. Le duc de Bourgogne s'est marié très jeune, sa femme était encore plus jeune que lui. Il a donc dû attendre 2 ans, je crois, avant de consommer son mariage. Donc quand le jour était enfin arrivé, eh bien Louis-Nicolas raconte dans ses mémoires qu'il a eu l'honneur de tenir le chandelier pour mener le duc de Bourgogne à la chambre de Madame la Duchesse de Bourgogne. Et il décrit la tenue du duc de Bourgogne qui avait la tête fort frisée, donc sa plus belle perruque, si on peut comprendre ça comme ça, une très jolie robe de chambre et qu'il était plein d'entrain pour aller rejoindre le champ de bataille. C'est comme ça qu'il décrit la chambre à coucher nuptiale. Donc. Voilà. D'accord. Une dernière question à Laure Valette pour le musée de la ville. On parlait avec vous de l'influence de Le Corbusier sur la réalisation de Saint-Quentin-en-Yvelines, agglomération nouvelle. Louis XIV, roi bâtisseur, a-t-il aussi été une source d'inspiration pour nos architectes ? Louis XIV en lui-même, je ne sais pas, mais en tout cas, la ville nouvelle de l'époque, c'est Versailles. Donc forcément, il y a un écho qui est assez intéressant sur le fait d'implanter ici une ville nouvelle à proximité et même en partie dans ce qui faisait partie du domaine et du Grand Parc de Versailles. Donc oui, d'une ville nouvelle à l'autre, on pourrait dire, il n'y a qu'un pas. Alors l'exposition au Château de Breteuil, c'est jusqu'au 28 novembre. D'autres éléments de la programmation à mettre en avant pour conclure peut-être ? Eh bien, pour le mois qui arrive, nous avons, comme tous les samedis et dimanches de septembre et d'octobre, des contes de Perrault à 4h30 tous les après-midi. Ce sera tous les jours pendant les vacances scolaires de la Toussaint. Pour les amateurs de théâtre, il y a ce dimanche le Petit Chaperon Rouge qui sera joué par la troupe du Crâne. Et puis pour les Généralités du patrimoine, eh bien, nous aussi, bien sûr, nous ouvrons au public et nous espérons avoir beaucoup plus de monde que les autres jours. Et ces personnes pourront découvrir dans le parc de Breteuil toutes les statues que nous avons rénovées récemment. Ça a été un gros travail de restauration, mais maintenant les statues qui sont toutes du 18e sont absolument superbes, restaurées. Voilà. Alors merci à vous deux et concernant la disparition de Louis XIV, vous pourrez retrouver dès le 27 octobre au château de Versailles une exposition de l'autopsie aux funérailles du roi Soleil à Saint-Denis. Elle fourmille de détails. Rappelons que cet événement constitue un tournant historique. C'est l'achèvement du règne le plus long de la monarchie française, 72 ans, mieux que la reine d'Angleterre qui fête aujourd'hui ses 63 années sur le trône britannique. Kiosque se poursuit maintenant avec une autre exposition au Salon des Révélations.
Et c'est la deuxième édition de la Biennale internationale des métiers d'art contemporains qui se tiendra donc au Grand Palais à partir de demain et jusqu'au 13 septembre. Elle réunira plus de 300 créateurs de 17 pays. La France sera représentée par le Versaillais Jean Sablé, que vous voyez à l'image, artiste décorateur, élu meilleur ouvrier de France et fondateur de l'école Sablé, école de peinture décorative et trompe-l'œil. La peinture décorative introduite en France par François Ier, je le rappelle. Jean Sablé a fait le choix pour le Salon des Révélations d'exposer 5 toiles contemporaines. On l'écoute. L'objectif, c'est vraiment de réveiller un peu les consciences. Beaucoup de métiers se sont modernisés. Je trouve que la peinture décorative s'est un petit peu endormie. Et voilà, j'attends un petit peu le réveil des consciences. Et je crois qu'on peut vraiment traduire la peinture décorative dans le contemporain. On peut modifier, je dirais, ou du moins changer les aspects décoratifs esthétiques de Versailles sans renier Versailles, sans renier ses décors, mais vraiment en les faisant vivre au XXIe siècle. Et nous partons maintenant pour Montigny, le Bretonneux, où les élèves du Conservatoire des Arts se préparent au Festival d'art mural Faites le mur, qui débute demain jeudi dans la Nièvre, un festival autour des techniques du trompe-l'œil. Nous les avons rencontrés avant leur départ, les images de Patrick Jacques de Dixmude. Très fiers d'être le seul chantier école, les élèves du cours de trompe-l'œil du Conservatoire des Arts de Montigny participeront à la deuxième édition du Festival d'art mural Faites le mur du 10 au 14 septembre dans la Nièvre. C'est une expérience pour nous, pour le cours de trompe-l'œil. Et surtout, c'est l'occasion de rencontrer des vrais professionnels en chantier, dans une ambiance de chantier. On va tous s'entraider aussi pour maroufler ces grandes toiles immenses sur les panneaux, parce qu'il faut de la main-d'œuvre et d'expérience aussi. Donc, c'était vraiment l'occasion de faire un cours et à mettre les élèves dans le bain complètement. Après avoir conçu la maquette cet été, les élèves confirmés ou novices s'affairent depuis une semaine matin et soir sur leur fresque de 27 mètres carrés initialement vierge, en respectant scrupuleusement la technique du trompe-l'œil. Le trompe-l'œil, on va dire, c'est à cheval entre le bâtiment, la peinture bâtiment et la peinture artistique. Dans le sens où on est toujours sur des surfaces verticales et des contraintes de perspective, donc forcément de proportion, de mesure, de compromis. On triche avec la perspective, on triche avec la lumière, donc c'est vraiment assez technique. Art mural qui revient à la mode sur les façades de nos grandes villes, le trompe-l'œil attire dans son cours de plus en plus de curieux de tous les âges à Montigny qui espèrent bien rafler un prix au festival à partir de jeudi. Je reçois à présent Rachel Boulanger-Dumas, présidente du festival Orphée. Bonsoir. Bonsoir. Un festival de théâtre européen original car dédié aux personnes en situation de handicap. Ou plutôt ce sont les personnes en situation de handicap que l'on retrouvera sur scène. Alors d'où vient cette idée? Pourquoi cette initiative? C'est une initiative, je vais être très rapide, qui a été créée dans le cadre de l'année européenne du handicap qui était en 2003 et pour lequel nous avions postulé avec l'idée d'un beau projet de festival européen pour travailler sur la promotion des artistes professionnels en situation de handicap. Je préfère ce terme car ce sont certes des personnes handicapées, quel que soit le handicap, mais qui sont avant tout des artistes professionnels dans tous les domaines de ce que l'on appelle le spectacle vivant, c'est-à-dire le théâtre, la danse, la musique, le mime, le cirque, etc. Donc ce week-end débute la 13e édition, ça veut dire que cela marche. Quel est le bilan des précédentes éditions? C'est un bon bilan parce que effectivement, quand on s'est lancé dans l'aventure, on ne connaissait pas l'accueil que nous recevrions, et effectivement, il y a eu un accueil formidable parce qu'on a trouvé des compagnies à travers l'Europe qui étaient d'immense qualité, que ce soit des Britanniques, des Espagnols, des Italiens, des Pays-Bas. Vous savez qu'on a invité depuis 2003 près de 57 compagnies européennes qui viennent. Et puis, en même temps, on a donné maintenant un élargissement à l'international, puisqu'on a invité aussi des musiciens sénégalais, des danseurs brésiliens, des Congolais. Et donc, maintenant, on peut dire que le Festival Orphée a cette caractéristique
qui a dépassé l'Europe et qui maintenant est international. Voilà. Et bon, c'est pourquoi? Parce qu'on a choisi des très beaux spectacles et que le public a été au rendez-vous d'année en année, il s'est accru. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Hein. Alors justement, ce public, à qui s'adresse-t-il? Y a-t-il un public spécifique? Non, il n'y a pas de public spécifique. Nous accueillons effectivement beaucoup de personnes qui, elles, sont en situation de handicap et qui ne sont pas des artistes, mais qui aiment l'art et qui sont heureuses parce qu'elles considèrent que ce festival leur est un peu destiné quelque part. Quelquefois, c'est difficile pour certains d'aller voir des représentations, un Shakespeare par exemple ou autre, alors que dans la programmation d'Orphée, ils y trouvent leur marché. Mais le festival Orphée est destiné absolument à tous les publics et je suis très contente car le public lambda, celui qu'on appelle le public lambda, eh bien, vient de plus en plus nombreux. Donc en fait, on a à la fois la mixité sur scène, puisque nos compagnies sont souvent composées d'artistes valides et ceux qu'on appelle non valides, et dans la salle, on retrouve la même mixité. Alors pour nous, c'est un honneur parce que c'est ça le but d'Orphée, c'est de mixer les populations, mixer les artistes et puis s'adresser à tous les publics. C'est-à-dire que dans une programmation diversifiée, nous avons à la fois des spectacles qui sont pour des enfants, pour des ados, pour des adultes, des spectacles qui sont faits pour tous les publics. Je crois que c'est un peu la vocation d'Orphée et c'est peut-être pour ça que ça marche, c'est d'avoir pu mêler. Et moi, c'est un peu comme ça que j'aime la vie. C'est l'état d'esprit. Alors, pour mixer ces publics, 7 théâtres participent. 7 théâtres des Yvelines, comment s'élabore le programme? Alors, le programme va débuter à Saint-Arnoux en Yvelines samedi prochain avec une chorégraphie justement franco-grecque, absolument, avec une mixité formidable puisqu'il y a 3 identités. Il y a la Grèce, il y a Villiers-le-Bel, il y a beaucoup de danseurs de Villiers-le-Bel qui sont exceptionnels, c'est très multiracial, et 4 danseurs infirmes moteurs cérébraux qui sont assez exceptionnels. Donc ça, c'est à Saint-Arnoux le 12 septembre. Nous débutons après le mardi 22 septembre au Théâtre Montansier avec L'Empereur, c'est moi, Hugues Oriot, ça traite de l'autisme. À nouveau, Anna Mesamas, ce fameux spectacle que j'ai programmé à nouveau le 26 à Versailles au Théâtre Montansier parce que le public de Saint-Arnoux vient pas forcément à Versailles. Et je crois que ce spectacle va être un spectacle. C'est très détonnant. Hein. Après, nous avons Face de cuillère, qui est une très jolie... C'est du théâtre, le 29 septembre. Cep en scène, qui est la sclérose en plaques mise en scène, le 30 septembre. Après, le 2 octobre à Fontenay-le-Fleury, avec Les Amours inutiles d'après Maupassant, un spectacle qui est joué par des sourds et par des comédiens valides en même temps. Ah, très beau ça, très très beau. Le 6 octobre, c'est à Marly-le-Roi, avec Dans la peau de Cyrano, qui est un gros succès. Et puis après, nous avons le 11 octobre au Chapiteau Méli-Mélo à Versailles, avec Mon amour, ma béquille, ma bataille. Après, nous avons à la Royal Factory à Versailles, Sourd toujours, avec un artiste sourd, très comique. Et puis nous terminerons le 17 octobre à Verneuil, qui est une nouvelle commune qui s'est associée au Festival Orphée avec Percujam et des artistes autistes, musiciens, alors qui eux... On peut retrouver, ne vous inquiétez pas, le programme complet sur orphéfestival.com. Merci Rachel Boulanger-Dumas. Une autre information, la ville de Montigny-le-Bretonneux lance sa 3e édition du tremplin musical The Choice, organisé en partenariat avec l'Interassos de l'UVSQ, Fédération des associations étudiantes. Alors si vous êtes un groupe yvelinois au répertoire original, envoyez votre fichier vidéo avant le 15 octobre sur sma@montigny78.fr. 5 groupes seront retenus pour la soirée du 14 novembre à Montigny. Jury et public éliront le grand gagnant, invité par la suite à réaliser la première partie d'un groupe connu. Pour les présélections et sélections finales, les critères retenus sont les mêmes et c'est Marc Isaco, responsable du secteur de musique amplifiée de Montigny et membre du jury, qui nous les donne. Les critères, c'est la qualité de la structure du morceau, la qualité des arrangements, la qualité de l'interprétation, du chant et aussi le rapport au public. Chaque juré a une feuille avec ses critères et va donc noter sur chacun de ces critères. Et après, on fait la moyenne et ça donne une note. C'est un tremplin, c'est le cas de le dire, pour être un peu plus crédible dans leur démarche auprès de tourneurs, de boîtes de production.
Et avant de se quitter, quelques dates à noter dans vos agendas. Le dimanche 13 septembre à 11h à l'abbaye de Port-Royal-des-Champs pour un concert lecture Walden, la manifestation ouvrira le festival de musique Île-de-France. Et le 25 septembre, un peu plus tard, l'ouverture de la saison de la batterie à Guyancourt avec un concert du groupe Electro Deluxe. Réservation toujours possible sur la plateforme kiosque.sqy.fr. Enfin, le 9 octobre à Plaisir, Malik Bentala, l'humoriste, sera sur la scène de l'espace Coluche pour son one-man show. Malik Bentala se la raconte. Fin du kiosque pour cette semaine, émission à revoir sur notre site internet. Je vous retrouve mercredi prochain, le mercredi 16 septembre, aux mêmes horaires pour un nouveau point sur l'actualité culture.